Bonjour et bienvenue à tous à ce deuxième cours sur l'initiation à la rédaction des mémoires en architecture qui porte sur le protocole de la recherche, ou plutôt la première partie de ce dernier. Dans un mémoire de master en architecture, le protocole de recherche constitue un moyen judicieux permettant à l'étudiant d'élaborer sa pensée propre relative au thème de son PFE, projet de fin d'études. Laquelle pensée, rappelons-nous la métaphore devenue célèbre de Jean-Louis Lemoine, représenterait la partie cachée de l'iceberg qui ne serait autre que le soubassement théorique de son projet. Lorsque l'étudiant arrive au terme du protocole de la recherche, c'est-à-dire au 17e point, à savoir le positionnement théorique, il pourrait se réjouir d'avoir construit son univers de pensée, au sens boudonien du terme, défini par un paradigme, des concepts spécifiques, des références appropriées sur les plans à la fois théoriques et empiriques. Cette approche ne devrait pas s'inscrire dans un processus linéaire. Pour cela, il serait préalable que le projet et le site d'intervention soient définis dès le début et que des allers-retours puissent être observés à chaque fois que le besoin se fait sentir. Partageons et parcourons donc ce passage d'Hélène Weber qui résume selon nous les principaux éléments du protocole de la recherche. Ce qui est attendu des étudiants, c'est qu'ils se posent des questions et qu'ils cherchent des moyens d'y parvenir de manière scientifique. Pour cela, vous devez affiner autant que possible votre problématique, formuler des hypothèses, convoquer des apports théoriques et justifier toutes vos affirmations. Bien que je ne sois pas tout à fait d'accord pour l'emploi du mot justifier, auquel je préfère le mot donc argumenter. Alors pour le protocole de recherche, vous pouvez constater donc les 17 points que nous avons sommairement expliqués la dernière fois et que nous allons aborder point par point à travers des exemples. Pour des raisons de faisabilité et de cohérence, nous l'avons développé et divisé en 3 parties. La première partie, qui comporte donc les 5 premiers points, elle est consacrée à la préparation de la recherche. Donc vous trouverez là les ingrédients de la recherche. La seconde regroupe tout l'appareil épistémologique, problématique, concepts clés, hypothèses, objectifs, état de l'art, approche. La troisième, elle est dédiée à l'analyse proprement dite, depuis la définition du corpus jusqu'au positionnement théorique en passant par la confection de la grille d'analyse, la formulation des résultats et de la synthèse. Donc la première partie, qui est donc la phase de préparation de la recherche, elle comporte l'intention de la recherche ou la présentation du thème choisi, l'objet d'étude, la problématique préliminaire, la recherche documentaire et les premières lectures. On commence donc par le premier point qui est donc l'intention de recherche ou la présentation du thème. L'intérêt manifesté pour un thème. Durant les 4 années, les 3 années de la licence et la première année du master, l'étudiant a certainement senti le besoin d'aborder un ou plusieurs problèmes, une ou plusieurs questions en profondeur et entrer à l'architecture. Il aurait même amorcé la réflexion à quelques éléments de réponse sur le plan architectural urbain. Le cas contraire serait selon nous peu probable. En tout cas, on souhaiterait que l'étudiant soit dans la première posture. Donc, pour cet intérêt, pour l'intérêt manifesté à un thème, une fois exprimé, l'étudiant pourra passer au deuxième point, donc, qui est donc la description de ce thème.
une description brève du thème. Ensuite, il pourra éventuellement raconter simplement et succinctement son histoire avec ce thème. Quelles sont les motivations de ce choix? Découlerait-il d'un constat, d'une situation qu'il aurait vécue, d'une question qu'il aurait abordée dans un cours avec un enseignant, avec des étudiants, d'une discussion avec des professionnels ou des profanes, d'un documentaire, d'une lecture, d'une perspective de recherche? Et ce serait même intéressant de préciser brièvement cette recherche. Alors, pourquoi demande-t-on à un étudiant de formuler lui-même son thème? Le fait de faire travailler un étudiant sur un thème qui l'intéresse est à notre sens plus motivant pour lui et l'impliquerait davantage. De plus, si l'on observe cette tradition, cela permettrait aux promotions qui vont suivre de s'intéresser à certaines questions dès les premières années. Au cas où l'étudiant se trouve à court d'idées, il faudrait qu'il prenne le temps nécessaire, une quinzaine de jours environ, pour cette première étape de la recherche, pour lire, discuter et réfléchir à un thème, car il est important que l'étudiant se forme à élaborer lui-même une thématique. L'intention de recherche, à travers donc la présentation d'un thème, nous allons prendre donc un exemple et cet exemple va nous servir pour expliciter, pour développer les autres cas, les autres points du protocole de la recherche. Donc le thème que nous avons choisi tourne autour donc de la thématique des grands ensembles. Alors à la lecture de ce thème, nous pouvons donc dégager 3 idées principales. Une première idée, une deuxième idée et enfin une troisième idée. La première idée, elle tourne autour de la question de l'histoire des grands ensembles. Donc ça renvoie vers une approche patrimoniale. La seconde renvoie vers le vécu dans les grands ensembles, que ce soit dans l'espace domestique ou l'espace ou les parties communes, les appropriations. Et la troisième, elle renvoie vers le grand ensemble en tant qu'espace urbain. Donc cette thématique, ce thème, il est formulé avec ces 3 idées. Nous allons voir comment est-ce que nous allons exploiter ça pour développer le reste des points du protocole de la recherche. L'encadreur, en discussion avec l'étudiant, statue sur le choix du thème. Je présente ce thème à mon encadreur, il va me dire si c'est bon ou pas. Mais il va statuer par rapport à quoi? Il va statuer par rapport à son intérêt scientifique. Est-ce qu'il y a de l'intérêt à ce que nous menions une réflexion sur cette thématique? Il va statuer sur sa conformité avec le diplôme, avec sa conformité avec l'option et enfin sa faisabilité, notamment par rapport au temps imparti. Le deuxième point, donc l'objet d'étude. Une nouvelle étape commence, celle de la construction d'un objet d'étude, à différencier d'un sujet d'étude ou un objet architectural. Je précise que nous avons déjà abordé ce concept épistémologique au courant du semestre dernier. Je vous renvoie donc au cours de l'initiation à la recherche. Pour rappel, l'objet d'étude entendu au sens épistémologique se construit. Il est de l'ordre donc des idées. Le sujet par contre, ou l'objet architectural, existe indépendamment de nous. Il est empirique. Cette distinction entre objet d'étude et sujet d'étude est très importante,
Elle a été amplement développée par Philippe Boudon dans son ouvrage Richelieu, ville nouvelle. Nous allons donc le prendre comme exemple pour expliciter justement cette différence entre objet d'étude et sujet. Alors, pour Philippe Boudon, l'échelle, entendue au sens épistémologique, c'est-à-dire dans son sens polysémique, dans sa définition plutôt polysémique, elle constitue un objet d'étude. La ville de Richelieu constitue le sujet d'étude ou l'objet architectural, ou dans ce cas urbain. Donc, l'échelle est un objet d'étude, Richelieu est le sujet. Nous allons prendre un deuxième exemple, c'est celui de l'imagibilité de la ville, le concept, l'objet d'étude qui a été développé par Kevin Lynch et qui a été observé à travers des villes américaines et qui peut être observé par d'autres villes. Donc dans ce cas-là, l'imagibilité est l'objet d'étude, les villes, quelles qu'elles soient, les villes américaines ou autres, sont le sujet. Cette question donc est fondamentale. Deux principes se dégagent. Le premier principe, un objet d'étude peut faire appel à plusieurs sujets. C'est évident, nous pouvons observer, étudier, analyser l'objet d'étude, donc qui est l'imagibilité, à travers plusieurs cas d'étude. Le deuxième principe, un sujet peut être le support de plusieurs objets d'étude. À travers une ville, je peux à la fois étudier l'objet d'étude donc de l'échelle, ou alors l'imagibilité ou autre objet d'étude. Les exemples que nous pouvons prendre comme objet d'étude à partir du thème choisi, donc le thème qui tourne autour du grand ensemble, des grands ensembles. Le thème donc des grands ensembles, tel que formulé, suggère au moins 3 objets d'étude distincts. Nous pouvons revenir sur cette thématique et la relire. Le premier objet d'étude, par rapport à la première idée, la patrimonialisation des grands ensembles entre mémoire et devenir. C'est cet objet d'étude qui se dégage à travers la première idée développée dans le thème choisi. Les deux modes d'appropriation des parties communes dans les grands ensembles entre sentiment d'appartenance et rejet. Donc les modes d'appropriation des parties communes constituent donc un deuxième objet d'étude. Le troisième objet d'étude, ça va être la question de l'urbanité dans les grands ensembles. Donc, la patrimonialisation, les modes d'appropriation, l'urbanité constituent autant d'objets d'étude distincts, c'est-à-dire ce sur quoi va porter de façon particulière notre réflexion par rapport au thème général sur les grands ensembles. En communication avec l'encadreur, l'étudiant opte pour un objet d'étude, par rapport auquel il mènera une réflexion profonde sur un plan théorique, une réflexion qui serait formatrice d'une pensée, et ce, en suivant le protocole de la recherche. C'est là où la différence entre projet d'école et projet dans un bureau d'études prend tout son sens. À ce niveau du protocole de la recherche, nous devons marquer un arrêt pour dire un mot sur le rapport entre l'objet d'étude et l'option. L'option dans l'enseignement, donc dans le master. L'enseignement du master en architecture, depuis son instauration, a été dispensé suivant plusieurs options. Avec la récente harmonisation, les options ont été remises en cause au profit de simples colorations qui ne prennent effet qu'à partir de la 2e année du master. Nous devons en effet nous assurer dès la formulation de l'objet d'étude de son inscription dans une des options du master. C'est impératif. Dans le cas contraire, l'option, ou ce qui est convenu d'appeler aujourd'hui la coloration, n'aurait plus aucun sens. Pour cela, nous avons pris
des exemples. Le premier exemple va porter donc sur le thème des grands ensembles, les objets d'étude qui ont été dégagés. Le premier objet d'étude appelle l'approche patrimoniale. Le deuxième, c'est clair, il renvoie vers l'approche socio-spatiale. Le troisième s'inscrit plutôt dans l'approche urbaine. Donc, nous pouvons reprendre la lecture du thème et des objets d'étude pour vérifier donc ces éléments-là. Nous avons pensé prendre un autre exemple sur la thématique de la place, que nous avons intitulé « Repenser la place de la place dans la ville ». Et là, nous proposons 3 objets d'étude et nous observons leur rapport à différentes options. Alors, si on formule l'objet d'étude de la façon suivante, la place comme élément structurant du tissu urbain, nous sommes dans l'approche urbaine, dans le projet urbain. La sociopétalité des places dans la ville, évident, nous sommes dans le rapport architecture et société, qui est un axe de l'option habitat. La réhabilitation de la dimension patrimoniale dans la restructuration de la place X, d'une place donnée. Et là, nous sommes dans l'option patrimoine. Donc, nous avons de cette façon-là pris le soin de voir le rapport entre l'option et l'objet d'étude. On en arrive donc au troisième point qui est donc la problématique préliminaire. Elle est dite préliminaire car elle sera peaufinée par les premières recherches, constituée par les premières lectures, les premières discussions et les premières observations pour arriver ensuite à une problématique définitive. Il nous paraît insensé en effet de penser qu'on pourrait élaborer une problématique d'un seul trait, sans passer par cette phase de maturation. La problématique préliminaire sert à définir grossièrement le problème qu'on se pose dans le cadre défini par le thème général et l'objet d'étude. Donc après avoir précisé le thème et l'objet d'étude, nous pouvons élaborer une problématique préliminaire. Partant du thème des grands ensembles et des objets d'étude dégagés au préalable, nous pouvons respectivement donc proposer les problématiques préliminaires suivantes. La première qui se dégage du premier objet d'étude: quel projet peut-on imaginer pour réhabiliter le grand ensemble de manière à l'asseoir sur les 3 temporalités, celle suggérée par la mémoire, celle valorisant le quotidien tel que souligné par Henri Lefebvre, et enfin celle qui se projette dans l'avenir. Une deuxième problématique qui se dégage du deuxième objet d'étude: quel sens pouvons-nous donner aux appropriations de l'espace domestique et des parties communes, et comment peut-on les réinjecter dans de nouveaux projets de grands ensembles dans lesquels les habitants pourraient se reconnaître. Une troisième problématique qui découle du troisième objet d'étude: les grands ensembles souffrent-ils d'un manque d'urbanité? Comment peut-on en mesurer plutôt le degré? Quels sont les moyens qui permettraient de le rehausser? Donc de rehausser ce degré d'urbanité. Voilà, donc ce sont là les trois problématiques préliminaires qui se dégagent des 3 objets d'étude. Nous passons maintenant au 4e point qui est donc la recherche documentaire. C'est une phase essentielle de la recherche. Elle consiste à réunir les ouvrages de référence, revues, articles de presse et documentaires susceptibles d'alimenter la réflexion sur l'objet d'étude associé à leur problématique. Faisons le point sur la question essentielle du choix des ouvrages, même si cette dernière a été abordée
au courant du semestre passé dans la matière Initiation à la recherche. Le choix des ouvrages se fait à partir, selon nous, des auteurs de référence. Donc il y a des auteurs de référence qui ont abordé le thème que nous nous proposons d'étudier de façon récurrente, qui ont développé une réflexion et qu'il serait utile de consulter dès le début. Donc ça nous permettrait d'être plus efficace et d'être donc plus performant. Une deuxième manière, donc, c'est d'aborder la recherche documentaire par les mots-clés. Et là, il ne s'agit pas de faire un dictionnaire, il ne s'agit pas de faire un glossaire. Nous avons l'habitude de voir dans les travaux d'étudiants une dizaine, une quinzaine de ce qu'ils appellent des mots-clés. Non, les mots-clés doivent figurer dans la formulation de la problématique, de l'objet d'étude et du thème. Et donc, on doit les limiter entre 3, 4 et 5, au grand maximum. Il s'agit donc des mots vraiment clés, des mots importants sur lesquels va se construire donc toute la pensée relative à notre thématique. Un autre moyen de faire notre recherche bibliographique ou documentaire, c'est de procéder par un survol. On peut se douter de l'intérêt d'un ouvrage, on ne va pas le lire, puis après coup, on se dit, en fin de compte, tout compte fait, cet ouvrage, je l'ai lu, c'est vrai, mais il n'a aucun rapport avec ma thématique. C'est pas très intelligent, c'est pas efficace, c'est pas performant. Donc, pour voir, il faut s'assurer d'abord de l'intérêt d'un ouvrage. Pour ce faire, il faut jeter un œil sur le titre et les sous-titres qui sont généralement révélateurs. Les 4 pages de couverture qui sont faciles donc à lire et qui donnent une idée assez claire sur l'ouvrage. La biographie de l'auteur. Et là, on ne parle pas des auteurs de référence qui sont cités, parce que ceux-là, leur biographie, elle est connue. L'avant-propos, la préface, l'introduction et la conclusion, ce sont des parties du livre qui sont assez courtes par rapport à l'ouvrage et qui rendent compte de façon très significative du contenu de l'ouvrage. Il s'agit également de jeter un œil sur la table des matières et enfin sur la bibliographie. Ces étapes sont pour nous suffisantes pour décider de l'importance de l'ouvrage pour la recherche envisagée. Alors l'exemple que nous allons prendre est toujours relatif à la thématique que nous avons développée, qui tourne autour des grands ensembles. Les auteurs de référence pour les grands ensembles, nous n'allons pas passer à côté d'un Paul Chemetov qui a pris position par rapport à l'architecture des grands ensembles et qui a pris part au débat public sur la question du logement social. Nous ne passons pas également à côté de Roland Castro, compte tenu de ses positions à l'encontre du modernisme doctrinaire et sa lutte en faveur d'un retour à la ville. Également une Bouchanine qui a marqué donc, le domaine de la recherche par ses travaux sur le phénomène d'appropriation, les modèles socioculturels, la question de l'habité, etc. Donc là, ce sont des exemples d'auteurs de référence par rapport à notre thème, donc, qui est le grand ensemble. Les références bibliographiques, j'ai essayé de réunir un certain nombre de documents ici. Ce que vous avez en rouge, ce sont donc le type de documents. Donc il s'agit d'avoir à la fois des livres, des articles, des actes de séminaire, des thèses. Et ce que vous avez en gras, ce sont les mots-clés. Donc nous retrouvons les grands ensembles, patrimoine, les représentations, la périphérie, le patrimoine, la mémoire, la réhabilitation. Ces concepts qu'on retrouve dans la formulation du thème, mais aussi dans la formulation de l'objet d'étude et de la problématique préliminaire. Le dernier point donc de cette première partie, ça va être donc les premières lectures.
L'encadreur est à même d'indiquer à l'étudiant les auteurs à lire en priorité. Ces lectures lui permettent de se faire une idée claire, une première idée sur l'objet d'étude, suffisamment claire pour mener à bien une réflexion et cerner le problème pour pouvoir passer donc à la problématique définitive. Donc nous avons des premières lectures à faire pour cerner le problème et reformuler la problématique. C'est ça donc l'intérêt de ces premières lectures qui sont certainement indiquées par l'encadreur. Avec ces 5 points, nous nous sommes en principe bien préparés pour mener à bien notre recherche. Donc on se retrouve pour le prochain cours pour discuter de l'appareil épistémologique constitué des 6 points suivants du protocole de la recherche. Donc on se dit à la semaine prochaine et merci pour votre attention.